présente La guerre des bouffons de Idir Hosseini, lu par Othman Moumen. À tous les idiots du village, que la méchanceté des hommes n'atteigne jamais vos cœurs si innocents. Partie 1. Thé à la menthe. Chapitre 1. Mieux vaut la mort qu'une vie de honte. 3 jours de torture, et ce fut tout ce qui sortit de la bouche de Salah, ses mots et la moitié de ses dents. Malgré les coups qui pleuvaient et les sévices sans nom, ce rebelle refusait obstinément de trahir ses compagnons d'armes. En chef avisé, il les avait dispersés dans différentes caches au plus profond d'un maquis. Les officiers de renseignement savaient que leurs prisonniers avaient des noms à balancer. Le traître qui avait vendu Salah, lui, avait parlé. C'était l'hiver 1960, en pleine guerre d'Algérie, pendant les ratissages du Planchal. Les soldats de l'Empire étaient plus nombreux et plus actifs que jamais. Face à cette pression constante, à la dure vie au maquis, à la mort qui planait partout, des rebelles déposaient les armes et rejoignaient l'armée française. Les nuits blanches et la misère avaient conduit un des hommes du supplicié à se rendre. Il avait fui la nuit pendant son tour de garde et était devenu un peu trop bavard. Au petit matin, les paras prirent des otages au village et les amenèrent devant la grotte du Guerriero. Se voyant encerclé, Salah saisit une grenade pour un dernier baroud. Mais il reconnut son petit cousin terrorisé au milieu des soldats ennemis. Lui avait choisi de se battre, pas cet enfant. Alors tant pis. Il rangea la grenade dans sa poche et quitta sa cache, pieds et poings liés. C'était la fin pour lui. Et pour sa cause perdue, une Algérie libre. La lutte héréditaire de tout un peuple reposait sur des bergers illettrés et des journaliers sans le sou qui n'avaient jamais eu aucune chance de victoire. En face, ils avaient juré de se venger des Viettes sur les Bicots. Juré sur leur mort qu'il n'y aurait pas de second Dien Bien Phu. Avec l'Indochine et la bataille d'Alger dans les pattes, l'armée française était devenue la meilleure du monde. 6 ans de guerre, plus d'1 million de soldats, tout le contingent, la grande nation entière mobilisée. Du napalm, les premiers hélicoptères de combat et les derniers avions à réaction de l'OTAN. La France combattait une poignée de paysans berbères comme s'il s'agissait de reprendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Sans les accords de Genève, bons pour les hommes, les vrais, pas pour les indigènes. Après tout, l'Algérie était française avant la Savoie. Elle le resterait avec les méthodes de la Gestapo. Les parachutistes connaissaient donc très bien leur affaire quand ils avaient pris Salah. On lui avait appliqué la technique éprouvée du bâton et de la carotte. Après l'avoir battu comme plâtre pendant des jours, les bourreaux agitèrent devant les yeux pochés du rebelle un superbe uniforme de l'armée française et la solde mirifique de sous-officiers qui allait avec. Rejoindre le camp du vainqueur, assurer un avenir radieux à sa famille et ne pas mourir. Une bien belle carotte. Un magnifique rayon d'espoir, surtout descendu au plus profond d'un cachot fait de ténèbres et d'horreur. Comment ce paysan pauvre comme Job, qui avait toutes ses molaires par terre, pouvait-il refuser un marché si juteux? Il luttait contre un empire colonial, une puissance atomique à l'apogée de son pouvoir. Les villages bombardés, les camps de concentration, l'armée de libération décimée, coupée de ses sources de ravitaillement. Partout, le feu, la faim et le sang. Tout dans cet univers montrait que le combat de Salah était perdu pour de bon. On l'avait trahi et son corps atrocement mutilé souffrait le martyre. Lèvres closes, 1000 autres tourments l'attendaient encore et pour finir, la corvée de bois. Une balle dans la tête. Sa vie inutile finirait misérablement. Sauf s'il parlait. Le plus tentant, c'était cette solde, cette fortune qu'on lui proposait pour endosser un si bel uniforme en échange d'un doigt posé sur une carte de campagne. Salah avait laissé sa famille dans l'indigence la plus totale pour monter au maquis avec son vieux fusil de chasse, à peine assez bon pour tirer une perdrix. 6 de ses enfants étaient morts en bas âge pendant cette guerre atroce.
l'administration coloniale refusait les tickets de rationnement aux familles des rebelles. S'il vendait ses frères d'armes à bon prix, s'il paradait avec ses galons dorés, les enfants qui lui restaient n'auraient plus jamais faim. Lui-même échapperait aux tortures et à la mort, reverrait ses 2 petites filles adorées, sans parler de sa digne épouse qui, la veille de sa capture, venait de lui donner son tout premier garçon. Poser les yeux sur un fils si longtemps désiré, quitter enfin l'époux et la crasse du maquis, devenir riche à manger de la viande tous les jours de marché. Grand-père n'hésita pas une seconde. Pour un Kabyle, mieux vaut la mort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.